Miyo Hirakawa, une peintre japonaise plus parisienne que les Parisiens. Parisienne donc, Miyo Hirakawa est une amoureuse, que dire, une passionnée de notre Paris. Mais non de celui qui se construit actuellement et qui est sans aucun intérêt ni architecturalement, ni au niveau de l'intérêt national, car il ne laissera aucune trace, tant il est insipide et sans âme. Non, notre Miyo, elle aime le Paris d'autrefois. Et comme il est amené à disparaître, elle en est un réel témoin. Et ses peintures sont en effet le dernier témoignage de ce que fut Paris, et d'ailleurs le Paris que viennent chercher les touristes, assoiffés de charme, de curiosité, qu'ils ne voient pas dans leur pays. Miyo Hirakawa est arrivé depuis maintenant bien longtemps, en 1966, par un beau jour de juillet, et pas n'importe lequel, la veille du 14 juillet. Tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde riait. La vie était joyeuse. À son arrivée avec sa sœur pour voir leur père qui était déjà un japonais amoureux de Paris et peintre, arrivé 4 ans plus tôt, il a immédiatement exposé au Salon de Paris et a été remarqué par la directrice du théâtre de la Renaissance. Il a aimé Paris et y est resté. Miyo Hirakawa a fait de même, elle est arrivée à aimer et est restée. C'est à la mort de son père que Miyo s'est mise à la peinture, car elle n'a pas jeté le matériel de son père, mais l'a utilisé, et peu à peu elle s'est construite et a construit son travail qui est devenu tout à fait personnel, avec une patte bien à elle. Peut-être n'est-ce pas, comme diraient certains critiques, un travail à proprement parler propre, mais c'est un travail sublime, authentique. Peut-être est-ce son amour pour Paris qui lui a fait ressentir la profondeur de ce que fut Paris. Elle sait révéler le charme de ces vieilles maisons, qui, il est vrai, n'étaient pas avec tout le confort moderne, mais qui avaient la particularité d'être humaines, plus simples, voire même chaleureuses et vivantes grâce à leur vécu. Miyo Hirakawa travaille à même la rue. Elle cherche une maison qui l'inspire, puis s'installe à même le trottoir et dessine d'abord au pastel. Un travail qui devient plus rare, même si certains peintres aiment la rue. Les peintres, pour la majorité, peignent à partir de photos, de croquis. Mais pas Miyo, qui se retrouve souvent aux prises avec le racisme. Mais cela est une autre histoire. Donc notre Miyo travaille sur le vif, comme les plus grands peintres, comme Van Gogh. Elle ne cherche pas à être la pâle copie d'un autre peintre, ni à faire comme. Elle travaille avec son âme, sa passion pour ce qu'elle aime et qu'elle sait fugitif. Son œil aguerri, son œil acéré voit les fissures, les craquelures du temps, les sinuosités et les fêlures de l'âme humaine des êtres qui y ont vécu. Elle voit la vie et l'âme de la maison, et de retour à son atelier, à partir du pastel, base de son travail, elle développe l'œuvre à la peinture, et là elle déploie tout son art, car Miyo est une vraie artiste, très douée, et son œuvre est unique et particulière. Elle ne ressemble à rien d'autre, car elle rend à merveille ce mélange de réalisme et de fantastique déformé, pour transformer un Paris qui disparaît en une sublime œuvre de mémoire. Miyo Hirakawa, à la galerie L'Entrée des Artistes, pour l'exposition Du plus loin de l'oubli, Paris, fugue mélancolique, du 14 février au 30 mars 2024, du mercredi au samedi, de 14h à 19h30, 25 rue des Tournelles, dans le 4e arrondissement. Quant aux dernières acquisitions du musée d'Orsay, qui sont de très belles pièces, que j'espère nous pourrons découvrir bientôt, car l'une des missions du musée d'Orsay est d'enrichir son patrimoine des œuvres et des artistes du XIXe siècle. Charles Cordier, sculpteur français, né à Cambrai en 1827, il s'orienta vers un genre nouveau pour ses sculptures, l'anthropologie, et utilisa son art contre l'esclavage. Il fit notamment de nombreux portraits en sculpture de type orientaux
ou d'Africains. Le musée d'Orsay, fin 2023, acquit 2 très belles sculptures de personnages chinois en bronze doré, argenté et émaillé. Celui de Chung Ha-tai et de sa femme Yung Ai-choi. Charles Cordier également innovait car il utilisa un procédé nouveau pour l'époque, inventé pour la maison Christophe en 1842, la galvanoplastie, qu'il combina avec une technique ancestrale qu'il pratiquait déjà, l'émaillage. Ces 2 statues sont réalisées avec un grand luxe dans les détails des vêtements et des broderies. Il les représenta avec des symboles figurant la Chine en ce milieu du XIXe siècle. Pour la femme, la pagode, les petites chaussures et les ongles longs. Pour l'homme, le paravent, les dragons et la pipe pour l'opium. Ce couple de Chinois, probablement en relation avec le thé, fit un voyage en Occident après la fin de la guerre de l'opium avec l'Angleterre en 1842. Charles Cordier présenta ses œuvres au salon de 1853. Le succès fut au rendez-vous car ces 2 statues se fondirent en une dans des reproductions soit en bronze monochrome, soit en bronze doré ou en porcelaine. Mais une autre acquisition, et celle-là de taille, arriva au musée en ce mois de décembre 2023, voire janvier 2024. La Parque et l'amour, par Gustave Doré. Gustave Doré nous est connu principalement pour son talent d'illustrateur et de caricaturiste. Peut-être moins pour son talent de peintre, qu'il pratiqua très tôt puisqu'il présenta sa première grande toile, format qu'il appréciait beaucoup, au salon de 1851 alors qu'il n'avait que 19 ans. Il attendit cependant longtemps pour présenter une sculpture en 1877, avec justement la Parque et l'amour. Grande sculpture en plâtre patiné de 3 mètres sur 1 mètre 50, dont le thème est traditionnel, mais que Gustave Doré travailla de manière innovante. L'amour, représenté par un jeune homme entre les genoux de la Parque, tient une corde qui, à l'une de ses extrémités, forme la corde de l'arc. Corde qui ensuite passe dans les mains de la Parque et entre les lames des ciseaux pour ensuite repasser dans l'autre main de l'amour pour finir sur une quenouille. Malheureusement, au cours de ces différents voyages, la corde et la quenouille disparurent. La statue entière n'est connue que par les dessins. Gustave Doré ne reçut pas un accueil favorable par la critique qui lui reprochait d'être toujours en recherche de gloire, mais surtout parce que l'État n'acheta pas sa statue. Celle-ci, après la mort de Gustave Doré, passa de main en main, avec notamment et dernièrement celle de l'architecte, décorateur et collectionneur Jacques Garcia. Elle investit en visiteuse le musée d'Orsay en 2014 lors de l'exposition Gustave Doré, l'imaginaire au pouvoir. Aujourd'hui, elle l'intègre définitivement pour le plus grand plaisir des visiteurs et amateurs de l'œuvre de Gustave Doré.